André d'avoir eu l'idée de me parler de ce projet un jour du côté de Samatan avec mon ami Cassé. Vous êtes venu me voir et me dire que vous aviez une idée un peu extraordinaire et que vous vouliez la réaliser dans le département. J'ai aussitôt adhéré à cette idée et je ne le regrette pas parce que dans l'ambition qui est la mienne de donner de l'ambition à notre département, à ses responsables, à sa population, il est clair que ces Sommeils Occitanes vont être une date qui va compter. Pour ma part, c'est la première fois que je serai modérateur. Je vais faire exprès. Plutôt eu l'habitude d'être une sorte d'accélérateur de particules en général, mais je veux bien accepter d'être modérateur pendant l'espace d'une matinée. Je suis passé comme il faut le faire, cher André, d'abord par les cuisines, pour voir les jeunes, la section hôtelière du lycée Pardaillan. Ils sont enthousiastes, ils sont joyeux, ils sont heureux de préparer tout cela. Il va nous falloir maintenant débattre. Ravi d'être là, André, bravo et encore merci pour cette initiative. Tu es déjà toi aussi engagé avec nous dans le projet Réinventer, la marque Sogers, les ambassadeurs, tout ce que nous faisons. Eh bien, voilà, cet événement en fera partie. Je salue tous ceux qui sont venus parfois de loin du Gers. J'imagine que vous êtes si heureux que vous n'allez pas repartir. Et donc, c'est la raison pour laquelle je vous annonce que ces Sommeils Occitanes vont continuer de se dérouler à raison de 2 jours par mois. Et ce sera ici et ce sera avec des tables ouvertes. Très bon débat à tous et bonne journée ici dans cette cité de la transition qui porte aujourd'hui avec vous si bien son nom. Merci. Un petit mot sur Sommeils Occitanes et les univers croisés. Oui, donc au nom de notre association Univers Croisés, qui est une expression simple mais qui dit bien les choses, parce que notre idée depuis le départ, c'est de faire se rencontrer des philosophes, des scientifiques et des artistes. Et donc on voudrait remercier évidemment le président du conseil départemental de son soutien, ainsi que le Crédit Agricole, sans qui on n'aurait pas pu réaliser ces rencontres, et dire que finalement, ceux qui ont permis de rassembler tous ces participants et ces penseurs, c'est Michel Cassé, évidemment, avec les scientifiques qu'il a pu inviter, et puis sa contribution au contenu qui a été essentielle, et André Daguin, qui a joué un rôle clé. Mais en fait, le point de départ de ce projet, la motivation de ce projet, pour la petite anecdote, je vous le dis, c'est lorsque j'avais entendu Hubert Reeves répondre à un participant du festival d'astronomie. Il avait raison de le faire puisqu'il s'agissait d'un festival scientifique. Ah, mais là, nous rentrons dans le domaine de la philosophie. Et alors moi, je me suis dit, c'est là que moi, ça m'intéresse. Donc évidemment, on n'est plus strictement dans le domaine de la science, on est dans un domaine plus spéculatif, mais ça a été un peu le déclencheur pour qu'il y ait maintenant pas ce prolongement, mais cet autre point de vue qui permet donc une confrontation entre la raison philosophique, la connaissance scientifique, l'intuition artistique. Voilà, c'était ça notre projet, et je suis très content qu'on ait pu réaliser cette première édition. On va demander au Socrate de faire une introduction de quelques minutes. Autour de cette table, l'échange que nous allons avoir porte sur 3 points, et dans une dynamique d'une vie qui soit positive. Donc, le premier point, c'est qu'au niveau des religions, nous croyons à l'existence d'un Dieu créateur, et les conséquences, c'est au niveau des relations humaines. Si nous croyons qu'effectivement il est créateur, cette particulière de notre univers qui s'appelle l'homme concerne à ce moment-là l'acte même de la création. Donc on en tire les conséquences sur le plan anthropologique et relationnel. Et puis le troisième point concerne bien sûr les conséquences dans le rapport à l'univers, et en particulier le rapport à la nature, qui a commencé bien sûr par notre Terre, toutes les dimensions de l'écologie, du respect de la nature, de l'avenir de notre planète. Voilà.
quelques mots. Je commencerai par citer quelqu'un que je n'ai pas besoin d'appeler en disant « N'ayez pas peur ». N'ayez pas peur de la philosophie, parce que la philosophie, si elle est abordée comme on nous le présente aujourd'hui, à savoir de manière socratique, c'est une philosophie qui ne vient pas barder de certitude, elle vient là pour interroger ceux qui croient savoir. Ce qui peut être une tâche ingrate. Ce qui est au cœur de cette interrogation, c'est le langage. Quand Socrate rencontre quelqu'un qui croit savoir, il lui demande uniquement « Que veux-tu dire ?» Eh bien, je pense que nous discuterons de la manière la plus simple de ce problème qui consiste à savoir ce que parler veut dire. Merci. Pour dire que, puisqu'il s'agit de parler du monde, en fait, on est obligé de parler des mondes. On parle du monde physique, on parle du monde de la planète telle qu'elle est affectée par l'homme, on verra ça en géopolitique par exemple, et puis évidemment on parle des mondes que l'homme a créés dans la culture, dans les arts. Et là, évidemment, il s'agit de l'expression de la toute première liberté de l'homme par le geste artistique. Cette préoccupation de mettre sa marque dans le monde, cette préoccupation peut-être pas de s'approprier, mais de se concilier le monde en essayant de le façonner d'une certaine façon. L'art a toujours eu un rapport avec une certaine représentation du monde. Il a été longtemps lié au sacré, au religieux, il s'en est affranchi. L'art est ensuite devenu surtout une question de représentation. Cette représentation a d'abord été celle de figures et puis de personnages de manière beaucoup plus psychologique. Il a représenté les hommes tels qu'ils sont, avec leurs états d'âme, etc. Il est devenu abstrait, il est devenu aujourd'hui conceptuel, et il me semble qu'aujourd'hui, il peut jouer un rôle essentiel dans l'humanité, parce que c'est un langage évidemment commun, et c'est aussi un langage qui interroge ce qu'est la réalité. De quelle réalité on parle? Est-ce que ce sont des objets qui nous précèdent? Est-ce que ces objets, nous les définissons? Est-ce que ces objets, nous les façonnons? Est-ce que nous les créons? Donc, l'art, ça nous permet de penser le monde tout en créant des mondes nouveaux. Et aujourd'hui, on peut se demander quelles sont les intuitions des artistes sur le monde tel qu'ils le ressentent, mais aussi sur le monde tel qu'ils le voient venir, puisqu'il s'agit d'être donc les visionnaires et les vigies de ce monde. On se demande, avec le thème qu'a proposé Michel Cassé, on se demande au fond qui sont ceux qui peuvent avoir une vision du monde. Est-ce que ce sont les scientifiques grâce à leur connaissance? Est-ce que ce sont les philosophes grâce à leur raisonnement? Est-ce que ce sont les artistes avec leur intuition? C'est ça la question. Et comment chacun peut se représenter le monde. Il est certain que le monde, on ne peut pas se le représenter aujourd'hui comme on se le représentait ne serait-ce qu'il y a 30 ans. Parce qu'on ne savait pas ce qu'on sait aujourd'hui. Et donc, voilà, quel sera le ressenti des artistes aujourd'hui, notamment par rapport au virtuel, le rapport entre le réel et le virtuel, etc. C'est toutes ces questions qu'on va essayer de se poser. À cette table, nous allons examiner et décrire la validité des relations internationales. Les relations internationales se fondent sur le postulat que l'état du monde peut être décrit par l'examen des rapports entre les nations. Or, la réalité, c'est que beaucoup des concepts fondateurs, beaucoup des pierres angulaires des relations internationales sont aujourd'hui mises en cause par la crise écologique, par le changement climatique ou la biodiversité. Que ce soit la souveraineté, la frontière, la puissance, voire même l'État lui-même, voilà autant de concepts, autant de fondements des relations internationales qui sont aujourd'hui complètement chamboulés, retournés par la crise écologique. Et la réalité, c'est qu'on ne peut plus aujourd'hui décrire l'état du monde en décrivant simplement l'état des rapports entre les nations. Ce qu'il faut, c'est décrire notre rapport avec la Terre elle-même et donc passer à une géopolitique qui soit celle d'une politique globale et non plus seulement internationale. Merci. Ici, on va parler aussi du monde, évidemment, et on va poser des questions très simples. Et ces questions très simples, en fait, elles peuvent paraître un peu stratosphériques quand on les aborde simplement.
Donc la première question qu'on va se poser, c'est comment vivons-nous notre place dans le vivant? Parce que le monde, c'est aussi le vivant, et avec nous dedans. Or, il se trouve que les sujets qu'on m'a demandé d'aborder sont des sujets d'alimentation et d'environnement. Ça tombe bien. Comme vous le savez, le vivant se nourrit de lui-même en permanence. Ce que nous mangeons nous constitue. La mort fait la vie. Pour les plantes, c'est grandir, mourir, pourrir et nourrir. Pour nous, c'est un peu pareil. Le vivant est autophage. Comment nous positionnons-nous là-dedans aujourd'hui, à l'époque de l'Anthropocène, où nous sommes décisionnaires de pas mal de choses qui vont sans doute, et qui sont déjà en train de dessiner un avenir. Et donc la question qu'on va se poser est celle-là. Et ce que j'aimerais au fond de moi, même si c'est pas très socratien là pour le coup, puisque je vais proposer une voie, mais j'aimerais qu'on finisse par se dire que quelque part, l'avenir de l'humanité, ça serait des sols vivants qui produisent des produits vivants pour des êtres vivants et des territoires vivants. Voilà. En ce qui me concerne, je ferai valoir que lorsque le soleil deviendra géant ou rouge, tous les atomes des morts ensevelis sous la glèbe seront dans le soleil, si bien que venus des étoiles, nos atomes retourneront aux étoiles. Avant de rentrer au séminaire, c'est une vocation tardive, vous avez travaillé dans le monde de la physique, et en particulier plus tourné vers la physique quantique. Puis après j'ai dû enseigner la théologie, et puis une formation où j'étais destiné à être professeur d'écriture sainte, j'ai été initié y compris à l'hébreu comme Ephraïm. Fouad. Je suis président du Conseil régional de culte musulman. Je travaille beaucoup dans l'interreligieux. Je suis fondateur du CAPRI, donc le Centre d'action et de prévention contre la radicalisation à Bordeaux. Donc mon interrogation est la place de l'altérité dans la théologie. Et quelle place pour une théologie préventive dans l'avenir? Qu'est-ce que la valeur? La philosophie autour de la valeur. J'ai parlé avec madame tout à l'heure, elle est relative. Il y a le voilà. Il y a différents objectifs et on s'adresse de la selon l'objectif. C'est de l'extérieur que les choses s'interrogent aussi. On ne reste pas dans l'entre-nous religieux, en quelque sorte. On décrypte leur lumière, on analyse leur lumière, ça s'appelle la spectroscopie. Et on reconnaît les mêmes molécules de cette chose, les mêmes atomes. Nous ne sommes pas différents. Je m'interroge sur les côtés positifs, justement, de faire des efforts, encore plus d'efforts, pour diminuer nos consommations d'énergie fossile. Tant qu'au niveau économique et convenience, il y aura toujours ce débat intellectuel entre qu'est-ce qu'il faut pour faire bien et qu'est-ce qu'il faut pour faire bien à mon niveau égoïste de ma petite vie. On est à un moment, avec l'intelligence artificielle, où la science nous dépasse, avec un moment où on se dit mais on a juste ruiné la Terre et donc si on freine pas terriblement, donc cette illusion qu'on avait, qui nous portait tous, que le progrès de manière générale, c'est la notion de progrès qui est remise. Et la science nous dit, est-ce que la science va nous permettre aussi de réorienter ça? Mais le sujet que j'avais suggéré, qui était plus proche, ce que j'avais compris comme thématique, c'était donc examiner la différence entre
Le langage de la science, le discours de la science, un discours très très affinité, de garantir la rigueur et le contrôle des énoncés de chaque science, et puis le discours sur la science, qui ne peut pas être un discours d'une des sciences au nom de tous les autres. Donc il y a des cahiers des charges particuliers, mais c'est ce qui permet d'exister à un moment donné par rapport à la masse et d'avoir une histoire à raconter, et c'est là qu'on rejoint la culture. L'histoire à raconter, c'est la valeur, mais cette valeur-là, elle n'a pas un prix. Joël, est-ce que c'est toute la question de savoir à quel moment on perd son âme, c'est-à-dire à quelles conditions on maintient une forme d'intégrité de quelque chose au risque de ne pas satisfaire toute la demande? C'est intéressant de confronter la science avec ses, j'allais dire des vérités, pas forcément des vérités, mais en tout cas ses découvertes, avec le raisonnement de la théologie qui n'a rien à voir. Oui, la création, parce que notre thème essentiel, le Big Bang, c'est la création, c'est la création du monde. Et donc, ce que je disais en rigolant, c'est que nous réécrivons la Genèse. S'il vous plaît, juste une seconde, puisqu'on en est au café, j'imagine que vous avez particulièrement apprécié ce qui vous a été servi, à la fois la qualité de ce que vous avez pu déguster et la qualité du service qui vous a été dispensé à cette occasion-là. Réservez vos applaudissements. Tout ceci a été préparé, mis en œuvre, servi avec amour, avec affection, avec technicité, avec professionnalisme par la section hôtelière du lycée de Pardaillan à Auch, et ils vont traverser la salle. Je vous demande d'applaudir très fortement tous les jeunes qui ont préparé notre déjeuner. Voilà, vous pouvez y aller.